effectivement, nous, c'est le matin ici. On peut peut-être commencer par se présenter tous. Donc, je vais laisser Hubert, qui est à ma gauche, se présenter de manière brève. Je suis Hubert. J'ai créé cette expédition. Elle a maturé dans ma tête depuis environ 3 ans. J'ai été de nombreuses fois en Antarctique. Et là, je voulais vraiment faire une expérience d'exception. Emmener des gens passionnés 8 semaines à la voile pour aller jusqu'en baie Marguerite et sortir des sentiers battus en péninsule antarctique. Alors moi c'est Jérémy et je suis photographe, je fais des photos d'animaux et donc voilà, donc je vais essayer de photographier les animaux qu'on va voir et voilà. Bonjour, moi c'est Ingrid et j'aime surtout écrire et j'aime beaucoup les animaux, donc je vais essayer de raconter un petit peu tous ces animaux par la plume. Moi c'est Mathieu et j'ai 30 ans et l'Antarctique je connais un petit peu parce que j'ai fait une expédition polaire pour partir et la côte du coup. Et là c'est l'occasion de repartir en péninsule antarctique pour aller voir effectivement plein d'animaux et vivre une expérience au long cours à la voile. Et bonjour, moi c'est Yael, je suis passionnée et je rêve de l'Antarctique depuis que j'ai 10-12 ans où j'ai étudié les icebergs et la banquise. C'est de là qu'est venue ma fascination pour cet endroit. Et puis voilà, moi je suis surtout à l'écoute et c'est la relation humaine qui m'intéresse sur ce bateau, dans ce paysage incroyable qu'on va découvrir ensemble. Et bonjour, moi c'est Caroline, je suis concentrée à filmer pour qu'on ait quelques images et quelques souvenirs de cette expédition. Moi je ne suis jamais allée en Antarctique, j'ai passé plus de temps dans l'Himalaya et sur des chantiers de barrage puisque je suis aussi ingénieure en construction hydraulique par ailleurs. Donc voilà. J'arrive. Moi, je vais essayer de les amener, de les ramener. C'est mon job. Notre capitaine. Alors peut-être justement un petit mot peut-être sur ce voilier qui est quand même assez exceptionnel. Bah oui, il a été fait pour ces régions-là. Avant, j'avais un autre bateau, je l'ai construit. C'est un peu comme les femmes, c'est mieux d'avoir de la haute couture que du prêt-à-porter. Donc voilà, après avoir navigué pas mal dans les tropiques, sur d'autres bateaux, un catamaran, on est venu du côté de Puerto Montt, Laguna San Rafael, on a commencé un peu les canaux, ça a été un peu le déclic et on a dit on fait un bateau plus adapté pour descendre terre de feu antarctique. Donc voilà, il a été conçu pour ça, il est assez protégé, bien isolé et facile à manier. C'est pas un bateau très lourd, très gros, il est assez rapide. Enfin bon, voilà, il a déjà fait 12 ou 14 voyages en Antarctique, donc ça devrait le faire. Alors, est-ce que vous pourriez peut-être présenter maintenant du coup le trajet que vous prévoyez de faire et pourquoi est-ce que vous allez spécifiquement à ces endroits-là ? Alors, le trajet, c'est assez simple. C'est la traversée du Drake, ce qu'on appelle le passage du Drake, qui est dans la portion de mer, on ne sait plus si c'est l'Atlantique ou le Pacifique, un peu des deux, qui est entre la pointe de l'Amérique du Sud et la péninsule, parce que l'Antarctique, en fait, ça fait comme une grosse galette, et puis il y a un doigt qui se prolonge vers l'Amérique du Sud, et donc est nettement plus accessible, qui se libère de glace, qui est pour nous un petit paradis pour naviguer. Donc voilà, c'est surtout que c'est pas si extrême que ça, parce qu'en fait on va naviguer entre 62 sud et peut-être jusqu'à 60. Ça représente à peu près, c'est comme si on naviguait en haut de la Norvège, quoi. On passe le cercle polaire, mais on n'en est pas si éloigné que ça, quoi. Par contre, évidemment, le continent, lui, la situation de l'Antarctique est spéciale parce qu'il est entouré d'un courant froid qui l'isole, et c'est pour ça qu'en fait, on a des conditions beaucoup plus froides là-bas que dans le nord de l'Europe
des endroits comme ça, quoi. En fait, il faut savoir aussi que ici c'est l'été parce qu'on est dans l'hémisphère sud et donc les saisons elles sont inversées. Donc c'est la meilleure période pour aller en Antarctique, qui est évidemment le continent le plus froid du monde. Là, c'est les conditions les meilleures pour aller donc en péninsule antarctique. Et notre objectif commun, c'est d'aller atteindre une baie qui s'appelle la baie Marguerite. Ce sera le point le plus au sud qu'on va essayer d'atteindre. Et c'est une baie qui porte le nom de la femme d'un explorateur polaire qui s'appelle Jean-Baptiste Charcot, qui était donc dans ces contrées lointaines il y a maintenant plus de 100 ans. Et donc notre objectif, c'est d'aller tout en bas d'aller dans la baie Marguerite, et qui est un point assez loin, difficile d'accès, et là où les voiliers vont quasiment jamais. Donc nous, on a la chance de partir 2 mois. Et donc, ça va être une exploration au long cours, parce que comme le disait Jean-Yves, il faut d'abord qu'on atteigne l'Antarctique. Et ça va prendre au moins 4 jours en traversant le passage du Drake, qui est un passage très chahuté, très agité, parce que c'est la confluence entre le Pacifique et l'Atlantique, comme le disait Jean-Yves. Et après, une fois qu'on aura passé le passage, eh bien, on va essayer de descendre tout le long de la péninsule et de faire autant de découvertes que possible, et de vous partager autant d'images que possible aussi, parce que la péninsule, c'est vraiment le royaume des manchots, des phoques, des baleines, des pétrels. Il y a beaucoup d'animaux, et ils n'ont pas peur de l'homme parce qu'ils ne sont pas chassés. Donc on va être vraiment dans un endroit assez fabuleux, et on a hâte de vous montrer justement toutes ces images. Alors, alors, à moins que vous ayez d'autres choses à dire, mais alors peut-être ça viendra après aussi au fur et à mesure. On a une première question qui nous a été posée dans le chat par Hugo, qui a 9 ans, qui demandait finalement combien de kilos de nourriture vous emportez pour une telle expédition, parce que j'imagine bien qu'il n'y a pas de supermarché ou de restauration possible sur le chemin. Donc, voilà. En kilos, je ne saurais pas exactement dire, mais bon, c'est en portions, quoi. Il y a 8 semaines de navigation, donc voilà, on a partagé les repas et on a multiplié ça par le nombre de personnes. Mais bon, le bateau est plein, de toute façon, on ne peut plus en mettre d'autres. Donc, mais bon, ça représente beaucoup de nourriture, quoi, ça c'est sûr. Jean-Yves nous disait hier qu'il avait acheté 12 kilos de pâtes et 5 kilos de riz. 12 kilos de riz. 12 kilos de riz aussi. Donc on a 10 kilos de polenta, 5 kilos de chocolat. Il y a 8 kilos de chaque sorte de légumes secs. Et combien de moutons? Alors, il y a 5 pattes de mouton. C'est un mouton à 5 pattes. Mais... Le bateau, effectivement, est déchargé. Et comment prévoit-on justement des menus quand on part aussi longtemps pour pas avoir trop de lassitude peut-être sur justement la nourriture qui sera servie, et avoir bien sûr tous les éléments qu'il faut pour être en forme dans ces conditions? Ouais, déjà, il y a un problème un peu de conservation. Enfin, on est un peu limité, quoi. Les fruits, les légumes, je pense que ça va tenir 4 semaines, 5 semaines, je sais pas combien. Mais après, vu les conditions, l'humidité, tout ça, s'ils sont déjà passés par des frigos, ça s'abîme plus vite. Donc, on a 4-5 semaines de frais, et après, on prendra le relais avec des conserves. Mais je disais, beaucoup de féculents, quoi, et des légumineuses. Et de la viande sous vide qu'on espère garder un certain temps. Même le mouton, dès qu'on est dans des régions plus froides un peu, parce que là en ce moment il fait un peu chaud, on le pend dehors et en fait le vent le sèche et on peut le conserver comme ça. Et tu disais que tu as fait 7 menus, voilà, 7 jours. En fait, j'ai pas non plus fait un menu par jour. Donc j'ai fait un menu assez simple sur une semaine, et je l'ai multiplié par 8. Après, on a les ingrédients, on peut varier. Je pense qu'il y a chacun de l'imagination, ses petites recettes. Donc, le bœuf bourguignon, il pourra se transformer en je sais pas quoi, en goulash ou en autre chose. On verra. Après, il y a 600 litres d'eau sur le bateau qu'on va pouvoir utiliser pour boire, et on va aussi pouvoir récupérer de l'eau à terre, parce qu'à terre, c'est de l'eau de fonte des glaciers, donc c'est de l'eau douce. Et là, on pourra récupérer de l'eau à terre pour nos besoins, peut-être pour se laver, peut-être pour avoir un peu plus d'eau douce pour la vaisselle, parce qu'évidemment, on part avec un bateau, donc on doit travailler avec les ressources qu'on a à bord, et l'eau douce, on n'a pas de désalinisateur à bord, sauf ça. Donc il faudra aussi gérer l'eau de manière très précautionneuse, parce qu'on ne pourra pas se ravitailler en eau douce facilement. On pourra boire l'eau des icebergs. Mon Dieu. Alors, une autre question qui a été posée d'un certain Arnaud Lafont,
Est-ce que le voyage vous fait peur? Un peu. Pas du tout. Non. Dans le sens où c'est de l'inconnu, en tout cas pour un certain nombre d'entre nous, il y a toujours une part, je ne sais pas si c'est de la peur ou de l'appréhension, mais en tout cas de questionnement. Mais on sent qu'on est bien entouré, on sent qu'on a un bon entourage, un bon équipage, qu'on a un bon bateau, qu'on a un super capitaine. Donc c'est que des conditions qui font en tout cas, je pense qu'on peut être que rassuré. La partie la plus difficile, c'est la traversée du Drac. Et il semble qu'en ce moment, les conditions sont à peu près correctes. Correct, ça veut dire entre 20 et 30 nœuds de vent. Ouais. Et si ça va au-delà, c'est-à-dire à 50 nœuds de vent, on évite de passer. Même moins, parce Même que moins, ouais. 50 nœuds en général. Et une fois qu'on a traversé le Drake et qu'on est en Antarctique, en général, les conditions sont plus calmes. Et on prend la météo 3 fois par jour, ce qui fait que si on découvre qu'il va y avoir une grosse perturbation, Jean-Yves connaît des coins où on peut se mettre un peu à l'abri, on attend que la dépression passe et après on continue notre périple. Et qu'allez-vous faire? C'est une autre question qui a été posée. Qu'allez-vous faire si jamais une tempête se déclare et que vous êtes en pleine mer? On a les nonnes qui prient pour nous. Non, normalement, on ne doit pas se faire surprendre par une tempête. On a vraiment des infos météo qui sont assez fiables sur une période de 4-5 jours, quoi. Donc, si on se lance pour la traversée, c'est avec un minimum d'assurance que ça ne va pas dégénérer, que ça ne va pas être cataclysmique, quoi. En fait, c'est toute l'expérience de Jean-Yves qui est en jeu. Et Jean-Yves, je le connais depuis longtemps. Je peux dire que c'est vraiment un ami. Avec lui, je pars en toute confiance. Je lui confierai ma vie. Avec d'autres, je ne partirai peut-être pas. Avec lui, j'ai pas peur du tout. Je suis en toute confiance. Question d'ordre pratique. Du coup, c'était surtout notamment lié à l'endroit où vous êtes, parce que Mathieu a dit que c'était l'été. Mais du coup, quelle température fait-il en été là où vous êtes, à Ushuaïa? Ça peut varier. Là, il prévoit une montée de température jusqu'à 20 degrés. Et des fois, il neige. Voilà. C'est très changeant comme climat. Là, effectivement, aujourd'hui, il fait beau, on a du soleil. Mais hier, par exemple, en l'espace d'une demi-heure, il y avait des rafales de vent très importantes qui sont rentrées dans la baie avec un petit peu de pluie. Donc, la météo, elle est quand même très, très changeante. Mais là, c'est l'été, donc il fait peut-être entre 5 et 20 degrés. Et il ne gèle pas, en tout cas. En revanche, en péninsule antarctique, on aura des températures qui seront largement inférieures, même si ça restera l'été. Mais l'été en péninsule, c'est autour de, moins 5, moins 10 degrés. Moins 5, moins 10. Oui. Voilà. Dans la journée, c'est plus. Voire plus dans la journée. Alors, et qu'est-ce qui vous pousse à partir? Alors, il y a pas mal de questions de cet ordre-là sur qu'est-ce qui vous a fait rêver au niveau de l'Antarctique? Qu'est-ce qui vous pousse à partir? Pourquoi partir là-bas? J'imagine que vous avez chacun des réponses un peu différentes, mais... Je veux dire que l'Antarctique, c'est un rêve d'enfant, disons un rêve d'adolescent. J'ai pu le réaliser une première fois en partant 13 mois en Terre Adélie pour observer les aurores. Et une fois qu'on est parti en Antarctique, on attrape le syndrome antarctique, ce qui fait qu'on ne cesse de rêver d'y retourner. Et j'ai eu la chance de pouvoir y retourner 3 fois et maintenant une 4e fois, et d'avoir été 2 fois dans le subantarctique sur Kerguelen, Crozet, Amsterdam. C'est une passion qui est chevillée au corps et que j'essaie de faire partager. Alors, moi, je suis jamais allé dans le sud du monde, dans l'hémisphère sud. Je passe mon temps dans l'hémisphère nord à photographier les animaux dans la neige. Et donc, je suis allé dans plein d'endroits dans le nord du monde pour photographier les animaux. Et donc, c'est la première fois que je vais dans la partie opposée où il y a aussi de la neige. Et donc, je suis super pressé d'y être. Et puis voilà, pour essayer de photographier des manchots et tout dans la neige. Moins dans le froid. Ce qui m'a vraiment plu tout de suite, c'était de pouvoir voir autant d'animaux aussi différents que ceux qu'on a l'habitude de voir en France, que ce soit dans nos forêts et dans nos campagnes. Et comme tu le disais tout à l'heure, comme ils ne sont pas chassés,
on peut beaucoup plus facilement les observer, se rapprocher d'eux et comprendre aussi leur comportement. Et ça, je pense que c'est assez fabuleux. Donc, on va essayer de vous filmer, de vous envoyer des photos de tout ça pour qu'on puisse le partager avec vous aussi. Moi, comme je le disais, j'ai eu une expérience au cœur du continent. Donc, le cœur du continent, ça n'a rien à voir parce que c'est un grand désert tout blanc dans lequel il n'y a pas d'animaux parce que là, pour le coup, il fait trop froid et les conditions sont trop hostiles pour la vie. Donc, moi, j'ai marché comme ça pendant 50 jours pour rallier le pôle sud. Et donc, la péninsule antarctique, c'est très différent de ce que j'ai pu vivre. Et j'avais envie de vivre une nouvelle expérience au long cours, c'est-à-dire vraiment partir longtemps pour s'immerger dans la nature et vivre une expérience un petit peu comme ça, hors du temps, qui soit au contact des animaux, au contact des glaciers, au contact des icebergs. C'est des paysages et un univers qui me fascinent. Et donc, c'était l'occasion d'y retourner de manière longue et puis d'une manière un peu différente. Moi, c'est la première expédition, la deuxième en tout cas, que je vais vivre à la voile. Et avec cet équipage très varié, j'étais très curieux justement de cette expérience. Donc, toutes ces raisons m'ont poussé à partir demain. Et pour moi, c'est mes origines peut-être. Je viens de la Finlande où j'ai grandi dans des hivers très froids, très sombres. Et la fascination pour cet endroit qui est d'abord pas peuplé, qui n'a pas été colonisé, qui n'a pas été dévasté par l'humain, m'attire énormément. Et puis, je dirais que j'ai la nostalgie du froid. Moi, je rêve de ces icebergs qui sont comme des êtres qui nous rappellent qu'on a besoin du froid pour vivre sur cette terre et que la fonte, c'est quelque chose qui nous touche, le réchauffement. Et voilà, de découvrir cette vie incroyable, les lumières de ce plein jour tout le temps. Et écouter ce qui s'y passe. Moi, c'est ça qui... J'ai jamais fait un grand voyage comme ça en bateau. J'ai un tout petit peu navigué et j'ai en tout cas pas été dans le Grand Sud. J'ai aussi été un peu dans le Nord, au-dessus du cercle polaire. Mais là, cette aventure avec cet équipage-là en particulier, je me réjouis de voir ce qu'on va trouver. Alors moi, c'était pas forcément si évident parce que je passe beaucoup de temps dans l'Himalaya ou au Zanskar et ça me prend beaucoup de temps et donc aller ailleurs, c'est prendre du temps sur ce temps là-bas. Mais en même temps, qui c'est qui ne rêve pas d'aller en Antarctique? C'est tellement hors norme, c'est tellement au-delà de l'imaginaire et des rêves que moi j'ai été touchée par la passion et l'enthousiasme de Hubert, et c'est vraiment Hubert qui, parlant de l'Antarctique avec des étoiles dans les yeux, qui était tellement communicant sur sa passion que j'ai réagi en disant mais tu m'emmènes. Et après il y a vraiment aussi l'aspect voilier, être plusieurs mois sur un bateau, un voilier, être l'aspect collectif de cet équipage, le vivre ensemble, qui n'est pas quelque chose de forcément si évident. Tout ça, je trouve que c'est absolument passionnant et intéressant, au-delà de l'aspect absolument fascinant que représente l'Antarctique. C'est, je pense, une immense chance et un immense privilège de pouvoir y aller et de pouvoir aller vivre ce qu'on va vivre. Alors justement, parmi les questions qui sont d'ordre justement vie en collectivité, une a été posée pour dire qu'est-ce que vous faites finalement de votre temps libre, mais aussi comment est-ce que vous organisez pour par exemple faire la cuisine, est-ce que vous allez tourner sur les différentes tâches qu'il y a à faire et ainsi de suite. Alors déjà le temps libre, je pense qu'il n'y en a pas. On est hyper occupé aussi bien à regarder, à s'immerger dans, je veux dire, quelque chose qui est complètement fabuleux, c'est quand on se retrouve tout seul au milieu d'une manchotterie où il y a 1000 ou 1500 manchots qui sont chez eux. Eh bien, quand on s'assoit au milieu d'eux, sans bouger, éventuellement avec une caméra, on ressent quelque chose qui est, je veux dire, c'est difficile à exprimer,
quand on l'a vécu une fois, on s'en rappelle toute sa vie. Et nous, on va avoir la chance de vivre tous les jours. Et je te promets qu'on va pas s'ennuyer du tout. Et puis, sinon, il y a aussi un autre facteur, c'est qu'il fait jour tout le temps. Alors, c'est assez pratique parce que du coup, on perd la notion de l'heure, on perd la notion du temps. Et on a juste à choisir entre différentes passions. Et chacun peut choisir entre ces différentes passions librement, sans gêner les autres. Et sinon, sur la vie pratique, c'est évident que c'est pas une croisière comme on peut l'imaginer. On est tous des membres d'expédition et tout le monde va participer à la vie du bord. Donc ça veut dire qu'on va tous mettre la main à la pâte pour cuisiner, pour faire le ménage, pour aider à faire les manœuvres. Donc on est tous embarqués ici, et Jean-Yves est le chef à bord parce que c'est le skipper et c'est lui qui connaît le bateau et la péninsule. Et nous, on est ses équipiers, donc on est là pour participer à la vie du bord. Et donc ça veut dire qu'on travaille à tour de rôle et on travaille ensemble à ce que tout se passe bien. Et du coup, pas mal de questions aussi sur les animaux. Alors peut-être que, je ne sais pas si l'un d'entre vous a peut-être des réponses là-dessus, mais notamment sur combien est-ce qu'il y a d'animaux en Antarctique, et aussi, par exemple, est-ce qu'on peut être amené à toucher les animaux, les manchots par exemple, justement. Alors en Antarctique, surtout en période d'été, c'est la période de reproduction. Donc la biologie animale fait que chaque espèce est extrêmement pressée de se reproduire. Les copulations ont lieu généralement vers octobre-novembre. Alors, selon les cas, c'est soit pour les manchots, c'est des poussins, et quand ce sont des mammifères comme les phoques, c'est un peu comme les humains. Moi, j'ai tenu personnellement un bébé phoque qui venait de naître, qui avait 1 jour, et j'ai vraiment eu la sensation de tenir un bébé humain. La seule différence, c'est qu'au bout d'1 semaine, il faisait déjà à peu près 100 kilos. Et donc, après, on ne tenait plus. Mais par contre, on peut vraiment... alors, disons, il y a la protection de la nature, mais on peut... moi, ça m'est arrivé de danser avec les manchots en rond, quoi. On peut vraiment les toucher, les approcher, mais... alors maintenant, c'est interdit. Hein. Ça, c'était avant. Ça, c'était avant. Maintenant, il y a tout un tas de règles qui font que pour protéger les animaux des maladies, etc., et pour pas justement que les humains interfèrent avec eux, et ben on doit les respecter. Et donc pour les respecter, on peut pas s'approcher au-delà d'une certaine distance. Mais c'est vrai qu'avant, comme dans d'autres pays, on n'avait pas forcément ces règles-là, mais maintenant il y a tout un tas de règles pour les approcher. En fait, les animaux n'arrivent pas à savoir s'ils sont d'accord pour danser avec nous. Mais par contre, si on s'assoit et qu'ils viennent vers nous, on peut les laisser venir tout près de nous. C'est juste que quand on est dans des endroits où ils nichent, ils sont super fragiles, on peut s'asseoir sur empêcher un animal d'aller à son nid. On fera attention à jamais les déranger dans leur vie. Et puis si leur vie se passe bien, ils pourront être tout le temps autour de nous et on pourra les regarder. Mais le but, c'est pas de leur faire des câlins, mais je pense que déjà de les regarder, ça va être génial. Et donc, on va trouver différentes sortes de manchots. On va aussi trouver différentes sortes de phoques. Et on va trouver différentes sortes d'oiseaux, jusqu'aux pétrels géants. Sinon, il y a aussi les squats et les pétrels de Wilson, pétrels des neiges. Donc, c'est extrêmement varié en été. Et le but, c'est qu'une fois généralement, ils sont conçus vers novembre, et il faut impérativement, pour eux, en février, qu'ils soient opérationnels et quasiment adultes. Donc ça va très très vite. Alors une autre question qui a été posée, alors le voyage va durer un peu plus de 2 mois, est-ce que c'est difficile de quitter sa famille, ses proches, ses amis pendant une période aussi longue? C'est hyper court. La difficulté, elle n'est pas là, la difficulté c'est de revenir à la civilisation. C'est la seule difficulté. Là, on va avoir la chance de vivre dans une bulle. On n'aura pas de réseaux sociaux. On ne va pas manier d'argent. Ça, c'est une expérience exceptionnelle. Pendant 2 mois, on ne va pas sortir ni sa carte bleue, ni même 1 seul centime. Et c'est le retour qui est un peu plus difficile. Et puis, on a un peu une mission pour tous nos proches, notre famille, nos amis qui sont pas venus avec nous, d'essayer de leur faire vivre par notre expérience à notre tour
toute la beauté qu'on a pu découvrir. Donc c'est pour ça que là, ce qu'on fait avec vous, les photos, les colis, etc., c'est aussi une manière de partager, que ce soit avec vous, donc on ne connaît pas encore aujourd'hui, ou avec nos proches, une partie de la magie de ce qu'on va découvrir pendant ces 2 mois. Donc pour rester aussi un petit peu connecté à ses amis et à cette famille. Et comment est-ce qu'on s'habille pour une telle expédition? Qu'est-ce qu'on emporte dans sa valise, dans son sac, pour être prêt à affronter justement le froid antarctique, mais aussi des conditions qui peuvent être assez rigoureuses? Comme on le disait, il ne fait pas extrêmement froid. Il va effectivement faire des températures négatives dans la péninsule, mais il peut aussi faire des températures positives. Donc, ce n'est pas un froid extrêmement mordant. Ce qu'il faut, c'est des habits qui résistent à l'humidité. Parce que quand on va sortir, là, on est à l'intérieur du bateau, mais si on va sur le pont et qu'il y a du vent, ou qu'il y a de la pluie, ou qu'il y a de la mer, eh ben, on peut être mouillé. Donc, il faut ce qu'on appelle une veste de quart, un pantalon étanche. Il faut aussi des bottes, parce que quand on va débarquer à terre, on va débarquer avec un petit bateau qu'on appelle une annexe, avec un petit moteur, et qui va permettre de faire le lien entre le voilier et la terre. Mais là-bas, il faut bien vous dire qu'il n'y a pas de ponton, il n'y a pas de port. Donc nous, on va débarquer sur une plage, on va débarquer sur un bout de rocher, là où on trouvera de la place. Et puis après, pour sortir de l'annexe, on mettra les pieds dans l'eau. Donc il faut des bottes, il faut évidemment des gants, des bonnets, etc. Des bonnes lunettes de soleil aussi, parce que la glace, le soleil réfléchit énormément de rayons sur la glace, et donc il ne faut pas s'abîmer les yeux. Et donc voilà, c'est du matériel un petit peu comme on emmènerait en montagne, et puis du matériel de voile évidemment pour rester au sec. Et le principe, c'est la multicouche, c'est-à-dire qu'il ne faut pas avoir un seul vêtement, mais plusieurs vêtements qu'on enlève ou qu'on met pour s'adapter à la sensation de froid, ou à la sensation de chaud d'ailleurs. Et puis prévoir que si on s'assied plusieurs heures au milieu de manchots sans bouger, à ce moment-là, le froid pénètre un peu plus que lorsqu'on bouge. Alors, une dernière question, du coup, j'espère que ce ne sera pas quelque chose qui va vous porter malchance, mais quels sont les risques qui peuvent être liés à un tel projet? Disons des risques techniques sur le bateau, si jamais on a un problème, ou du mauvais temps, un problème mécanique, mais bon, on est à peu près en autonomie, on est capable de réparer sur place. Et après, risques médicaux, s'il y a un accident de quelqu'un, il faudra rentrer vite pour le soigner. Un grand merci en tout cas à vous tous, vous toutes, d'avoir pu nous guider, nous répondre à toutes ces questions qui étaient très pertinentes de la part de l'ensemble des élèves. Et est-ce qu'on peut vous demander de faire une très rapide, est-ce qu'on peut voir peut-être le bateau avec peut-être la visio, si c'est possible, peut-être de nous faire une visite virtuelle de votre maison qui aura... Ici, vous avez l'espace de vie avec la table sur laquelle on va se partager tous les repas. Alors, je vais commencer par l'avant du bateau. Donc, à l'avant du bateau, il y a 3 couchettes. Alors, excusez-nous, c'est pas forcément rangé, mais c'est comme ça. Donc ici, il y a une couchette double et ici, une couchette simple. C'est assez spacieux, mais il n'y a pas d'espace privatif. Alors, je reviens ensuite vers le milieu du bateau. Et on va aller voir le coin cuisine. Donc, le coin cuisine, vous avez ici donc une gazinière. Et puis ici, un évier. Alors, vous voyez que c'est assez étroit. Mais c'est assez étroit, c'est conçu de telle manière que lorsque ça bouge violemment, on puisse toujours se tenir d'un côté ou de l'autre. Alors après, c'est un peu le souk, mais ici vous avez 3 autres couchettes. Et on va ensuite passer à la salle de bain, entre guillemets, c'est-à-dire vous avez des WC, alors tout est spartiate, mais tout est simple. Donc, c'est des WC avec de l'eau de mer. Et vous voyez, le lavabo, il est rudimentaire, mais suffisamment pour qu'on ait suffisamment de confort. Et puis là, on va avoir la couchette du capitaine, qui a toujours un œil
et une oreille surtout tendue vers ce qui se passe. Alors, après, on va peut-être monter sur le pont. Alors, j'ai passé... Je ne sais pas si vous voyez correctement, mais là, donc, se trouve la pièce à vivre qu'Hubert vous a montré. Au fond, donc la première cabine. Derrière moi, donc la cuisine, la cabine au fond. Et je vous emmène dehors. Donc là, on est à l'endroit où qu'on appelle le cockpit, avec la barre. Et là, on voit le bateau avec, donc, il y a 2 voiles à l'avant, une grande voile. C'est un bateau qui fait un peu moins de 16 mètres de long. Et je vais vous emmener tout autour du bateau. Là, on voit la baie d'Ushuaia. C'est une petite ville, tout au sud de l'Amérique du Sud. Donc là, on est en Argentine. Et donc voilà le bateau. Là, il y a la cheminée du poêle. Le bateau, il y a un poêle pour qu'il puisse avoir chaud au gasoil. Ça, c'est l'avant du bateau. Il y a d'autres bateaux avec nous. Vous voyez, il y a des bateaux qui sont aussi à quai et qui vont partir dans d'autres destinations. Certains vont en Antarctique, certains vont peut-être naviguer sur les canaux argentins et de Patagonie. Voilà, c'était la petite visite succincte du bateau. Je vous emmène dans la cabine et Mathieu, je te rends la parole. Eh bien, un grand merci à toute l'équipe de Marins des Glaces. C'est absolument génial de pouvoir nous faire partager, nous faire vivre du coup ces images. Alors, il y a eu encore plein de questions qui malheureusement n'ont pas pu être répondues, mais je suis sûr qu'on pourra les aborder tout au long de l'expédition. Bien sûr, on ne manquera pas de pouvoir les poser aux membres de l'équipage ces 2 mois. Et bien sûr, il y aura le prochain colis qui aura lieu mardi prochain à 14h, et avec la visio aussi qui a été enregistrée, donc qui pourrait être à nouveau partagée si vous avez raté certains éléments, si vous êtes arrivé un peu plus en retard. Mais un grand merci en tout cas à tous, à tout le monde qui se sont connectés, et aussi à vous qui avez pu nous présenter toute votre expédition, répondre à l'ensemble des questions, et du coup bon vent, hein, comme on dit, et à très vite. Au revoir. Merci beaucoup. Merci.